François Bron, 1925-2025, un an avec Howard Phillips Lovecraft. Non, je n'ai pas lâché mes petits carnets, et surtout pas celui de 1925, ce diary exceptionnel, parce que dans ces petits outils dont Lovecraft se procure rituellement un chaque fois en début d'année, comme nous aussi, on avait autrefois nos petits agendas. On note tout dedans, les recettes, les dépenses, ce qu'on a reçu, ce qu'on a donné pour le loyer, mais lui, surtout, il y a dans chaque petite case horizontale une sorte d'aide-mémoire qui lui sert ensuite à rédiger un journal plus étendu qu'il envoie par la poste à ses deux tantes restées à Providence, Annie et Lillian. Simplement, tout n'a pas été préservé. Et on retrouvera bientôt, le 20 mai, une lettre à Lillian qui commencera justement par cette phrase. Et pour le journal, on s'était arrêté où? Et il reprend. Mais tenez, regardez. Voici à quoi ressemble le journal de Howard Phillips Lovecraft. Avril, mai, chaque fois on commence par le dimanche. Et régulièrement, donc, il écrit, là, c'est écrit à la tante Annie Gamwell avec le journal des 2 et 3, 5 jours précédents. Et pour le jeudi 30 avril, il écrit cette fois à Lillian avec le journal des 5 jours précédents. Et ce sera régulièrement comme ça. Là, ce sera le 8 mai qu'il écrit encore à Lillian. Et comme il a du retard, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours. Mais bien ça, elles sont perdues aujourd'hui. Le 9, il écrit à Annie Gamwell avec, là encore, retour en arrière. Et c'est toute l'ambivalence ou ce qu'il peut y avoir de passionnant dans un tel projet. Combien d'écrivains, ils sont si rares. Est-ce que c'est pas justement quelque chose de totalement unique de disposer pour un auteur d'un petit aide-mémoire où ça concerne aussi les heures, le sommeil, ce qu'on mange, les discussions, les trajets, les rencontres artistiques, les lectures. Qu'est-ce qu'il lit? Et bien sûr, quel régal d'aller explorer ça plus en détail lorsqu'on dispose. Ça, c'est les 2 volumes Hippocampus Press, toujours Yoshi et Schultz, des lettres à la famille, c'est intitulé comme ça, mais à 95% et demi à Lillian Clark et Annie Gamwell. Mais même lorsque ces lettres n'ont pas été conservées, c'est ce registre, par sa compacité même, qui nous fait travailler. Ça. Évidemment, quand il dit qu'il va au cinéma avec Sonia ou avec Frank Belknap-Long, si on a la lettre qui accompagne, il va nous dire de quel film il s'agissait, si on a quelque chose concernant George Kirk et son déménagement. Bien probablement, dans ces lettres, il en raconte beaucoup plus. Mais est-ce que nous, justement, c'est non pas aussi peut-être pour le côté lacunaire, pour ce manque où on est quand les lettres ont disparu, que la gamberge marche peut-être encore plus, mais en tout cas, pour ce qui est du travail qu'on peut faire, nous, d'association, de liens, de renvoi, on peut presque se dire aussi que bien souvent, il y a des choses qu'il ne peut pas raconter à ses 2 tantes, à Lillian et Annie. Il faut se faire passer pour un neveu bien honorable qui se consacre uniquement et sagement, en économisant ses moyens, en n'allant pas trop au restaurant, à la littérature, et que bien sûr, ce sera ça son destin futur, mais Lovecraft n'est pas du tout conscient, je pense pas, de l'immense destin qui est le sien aujourd'hui. Alors je fais une rupture, je crois que là on en est à 125, bientôt 130 envois quotidiens. Moi, la contrainte quotidienne que je me suis donnée pour toute cette année 2025 jusqu'au 6 janvier 1926, ce qui fera 370 envois, mais
c'est par la fatigue, par la répétition, puis arriver parce que chaque fois, c'est des petites choses qui comptent pas, forcément. Mais oui, il est allé au coiffeur, oui, il a pris un bain, oui, il a mangé ci, oui, mais aussi, il a lu ce livre. Et puis c'est la question de la contextualisation dans son année, ce rapport-là au temps, à ce qui vous entoure. C'est peut-être là où, pour nous, ça résonne tellement avec quoi? Avec notre quotidien d'auteur au présent et le travail qu'on fait sur soi en permanence, même si c'est bien étrange de faire à bientôt 72 balais, à 100 ans pile de distance, ce travail sur un gars de 34 ans qui mourra quand il en aura 46, en laissant une œuvre quasiment... Bon, pour les récits et les nouvelles, on en a un bel ensemble de publiés, en particulier dans la revue Weird Tales, mais les livres, non, aucun livre. Lovecraft ne connaîtra pas la récompense du livre de son vivant. Et ça aussi, cette espèce de manque-là, ça nous induit à travailler. Alors, rupture de rythme, parce que dans ce rituel auquel je me contraint, et il faut aller puiser en soi. Et aller puiser en soi, c'est aller puiser aussi, la vidéo, il y a ce temps, il y a l'impro. Est-ce qu'on arrondit les angles? Probablement pas. Ça fait surgir plus de choses que ça n'en efface. Après, il y a le temps du montage. Et moi, j'ai besoin aussi, parallèlement, d'aller travailler sur la correspondance de Lovecraft, sur les textes, comme ce texte qu'il entreprend en ce moment. Et c'est ça aussi là qui a été pour moi le signe dominant là, de ces 10 premiers jours du mois de mai. Un essai. Un essai, quand précisément tu es déjà riche de tout un noyau de fiction brève publiée depuis 1920, 1922, et puis ensuite, là, il y en a déjà 3 dans Weird Tales, lancé en novembre 1923, mais les grandes fictions, ce sera ensuite au retour à Providence, et là, comme s'il fallait... Comme s'il y avait une espèce de stase, de travail sur soi-même, de latence, où il s'agit de comprendre ce qu'on cherche. L'horreur, l'épouvante, dans la littérature. Ça te classe comme auteur mineur, ça te décale en dessous de l'absolu, des grands auteurs. Et si ce n'était pas le cas? Et si justement on avait à travailler ça en reprenant ce fil historique de l'épouvante et du surnaturel en littérature. Et c'est cet essai, maintenant on va voir se dessiner devant nous, qui oriente et construit bien aussi les lectures au jour le jour. À ce rituel des envois du PDF, je me suis tenu. Par contre, j'ai laissé passer plusieurs jours sans vidéo. Aujourd'hui, on va rebalayer ces PDF, rattraper le front, et puis vous allez voir qu'il y a tout bientôt des événements qui justifient qu'on ait cette association du creusement, là, ensemble, avec vous toutes et tous qui me faites le bonheur là de vous être inscrits pour les recevoir, ces PDF. Et puis ça aussi, c'est double travail, au triple travail, au quadruple travail. Je les reçois, les messages. Ah là, t'as dit ça. Ah là, il y a ça. Ah là, il y a ça. Et donc, il faut reprendre hop là, le jour précédent, le jour d'avant précédent, il faut reconstituer, hop là, y compris dans les compiles mensuels, là, en cours d'élaboration, et c'est ça qui est passionnant. Pour moi, c'est un travail vie, je l'avais amorcé en 2015. Est-ce qu'il va s'arrêter le 6 janvier Non, le 6 janvier 2026, on aura à travailler sur qu'est-ce qui est apparu dans tout cela, là, qu'on brasse, et ce sera une deuxième phase. J'espère que j'en sortirai fier. Mais ça, c'est à condition d'être ensemble. Et la porte est ouverte, il y a le lien, là, ci-dessous, c'est 20 balles. C'est 20 balles, on en est qu'au tiers. Hein. Et encore, là, on en est à peut-être 125, mais il y en a 370 au total des envois. Alors, il suffit de cliquer sur le lien pour
les recevoir chaque matin, ces petits PDF. Non, non, la vidéo, ça suffit pas. Ce qui est génial, c'est tous ces échanges, toutes ces discussions. Allez, maintenant, on y va. Alors, le journal, donc, voici à quoi il ressemble. On s'était arrêté le 29 mai dans la dernière vidéo. On va prendre maintenant, case après case. Alors, des fois, on y arrive. Là, read, cat, books, ouais, tu peux transcrire. J'ai lu des livres sur les chats. Non, ouais, on va trouver de quoi il s'agit. C'est qu'à chaque fois qu'ils voient un chat dans la rue, ou on connaît à force, quand ils vont à la cafétéria du Tiffany, à quoi ressemblent les petits chats du Tiffany, quand ils vont dans leur cantine italienne, Downing Street, c'est un grand chat tigré qui ne reconnaît que Lovecraft, qui vient s'asseoir sur les genoux de Lovecraft. On finit par savoir tout ça. Bon, mais ça... Bon, en tout cas, il y a peut-être des spécialistes des chats là dans l'équipe qui pourront vous répondre si vous avez des choses, mais moi ce sera pas trop mon cas. Et puis on attaquera le mois de mai, on aura toujours les up late, up early, up quelquefois very early, là ici le 5 mai. Et ce que je vous propose, c'est de repasser ces 10 jours en allant voir qu'est-ce qu'on en a fait de ces 2 pages, puisque du jeudi 30 avril au demain dimanche 10 mai, où là, on arrive avec juste 3 petites lignes, mais il y a cette inversion de temps, right till dawn. Plus tard, il y aura retire at dawn, read and retire, 10 a.m., lire, écrire, jusqu'à l'aube, jusqu'à 10 heures du matin. Alors c'est ça que je voulais vous proposer pour rejoindre donc, ce PDF là, qui est juste encore en cours, mais aujourd'hui c'est donc pour nous samedi, pour eux dimanche, toujours une journée de décalage. C'est évidemment le supplément littéraire du New York Times, le journal qui fait en général 36, 40, 44 pages selon les jours de la semaine. Eh bien, le dimanche, ils l'ont dès le samedi soir, ils vont exprès à la cafétéria Tiffany pour les lire juste arrivés. C'est avec les suppléments magazines, avec les suppléments arts et spectacles, le supplément photographique qui est vraiment passionnant aussi à suivre dans ce moment où tout se fabrique, tout se constitue. Il fait 210 pages, mais pour arriver à ce PDF-là, on va repartir très doucement du 30 avril. Voici le numéro 1. Alors le 30 avril, on avait quoi ? Red Cat Books, ce dont j'ai parlé, et puis sorti faire les courses, c'est comme ça, moi je recopie, et on va avoir quelque chose de très marrant, feed, tu feed justement ton chat, tu feed ton serpent, non, là c'est SL, et on va nourrir Samuel Loveman, et c'est seulement au bout, là, justement, le 10 mai, qu'on va savoir que Loveman, en fait, a déménagé, a changé de chambre. Est-ce que c'est pour ça qu'il n'a plus rien où manger chez lui, ou qu'il n'a plus un sou? Loveman travaille, il est salarié, il travaille dans une librairie d'occasion réputée, une bibliophilie, là, en bas de Manhattan, dans South Manhattan. Mais à chaque fois, donc, ils se voient tous les jours, Kirk, Lovecraft et Loveman, mais à chaque fois, il faudra nourrir Loveman. Ça, j'aurais bien aimé savoir un petit commentaire de ce qu'il en dit pour ses tantes. Alors, il y a toujours cette différence aussi, parce que call, maintenant, j'étais en call, non, mais à l'époque, call on, c'est tu frappes à la porte. Tu sais, ils sont tous dans le même quartier, ils sont là dans le Brooklyn Heights, et Kirk habite juste dans la chambre au-dessus de Lovecraft. Donc, tout simplement, alors ils ont un petit rituel qui va bientôt cesser, parce qu'on va voir que Kirk vient de prendre une autre chambre, parce que ça lui pèse, ce truc-là. Donc Kirk, il tape au tuyau, bam, 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 bam. Mais c'est comme ça que Lovecraft sait qu'il doit monter, qu'ils ont préparé un petit
petit souper commun, mais il y a toujours ce call, et quand il s'agit de téléphone, que j'ai de Frank Belknap-Long qui est à Manhattan, là on dit tel, ou en tout cas téléphone, mais ce call-on, passer visiter, maintenant, c'est transféré sur nos histoires de comme ça, même d'un étage à l'autre, avec un petit WhatsApp pour la famille, mais non, là, à l'époque, c'est vraiment... tu veux voir un gars, tu fais les 300 mètres, puis tu rentres chez lui, et c'est comme ça que ça se passe. Alors, mon rituel aussi, c'est toujours d'aller traduire un extrait pris au New York Times du jour. C'est que dans toutes les vidéos, souvent, là, je le fais apparaître à l'écran, on se balade. Aujourd'hui, on va juste donner le parcours. Et puis, si vous voulez, là, ces archives, évidemment, dès que vous avez l'inscription, vous avez accès à tout le sommaire, vous pouvez les rebalayer. Il y a un autre de nos marqueurs qui est extrêmement important, c'est ce qui se creuse progressivement dès 1925, même avant, dans l'intérieur de la société américaine sur les questions de ségrégation. Là, par exemple, à la Newton High School, dans le Queens, sur 3000 étudiants, filles et garçons, et il n'y a que 13 noirs. Mais justement, c'est Arthur Waller, un negro, toujours il y a ce terme consacré dans toute la société, y compris dans les lettres de H.P. Lovecraft, y compris dans le New York Times. Et ce Arthur Waller, qui fait partie de l'équipe d'athlétisme, et qui intervient dans le mensuel, le petit journal qui relie les étudiants, fils comme par hasard d'un révérend, pasteur en retraite de l'église méthodiste. Mais c'est lui qui sera élu président de la corporation d'étudiants. Ouais, ça mérite d'être marqué dans le journal. Et chaque fois aussi, donc ces copies que j'insère dans les PDF. C'est bientôt demain, c'est le 1er mai. Paris se prépare à des manifestations violentes, elles sont moins violentes d'ailleurs que redoutées. Voici l'article avec ces 3000 étudiants de la high school qui élisent un noir comme leur président. On a un autre marqueur qui est une expédition arctique qui se prépare pour l'été, donc l'été polaire, avec Macmillan qui emmène des avions, et la préparation des avions est faite par l'amiral Byrd qui lui en 1928 ira explorer l'Antarctique aussi avec des avions. C'est lui qui sera la source essentielle des éléments utilisés par H.P. Lovecraft dans Montagne de la folie. Un autre marqueur dans ces petites fractures internes à la société, l'Académie des sciences, pour la première fois, élit en son sein une femme. Et chaque fois, pour moi, il y a là, donc, ce 30 avril, et on avait que là, 3 lignes et demie, pas grand-chose, et juste, oui, la lettre, mais la lettre, elle est perdue, elle ne nous est pas parvenue. Il y avait cette publicité dans le New York Times sur Mysterious Runaway Bag. Ces gros sacs de voyage, et Lovecraft avait un sac de voyage exactement de ce format en carton bouilli. Et évidemment, est-ce que c'est affectif? Est-ce que c'est une manière d'aborder l'œuvre? Je n'ai pas à me justifier, mais en 1928, il revient du Vermont. Il prend le bateau à Albany vers Boston, dans ces lignes de gros bateaux avec des roues à aubes, et on lui vole son sac en carton bouilli. C'est comme ça qu'on apprendra qu'à l'intérieur, il s'en désespère. Il a une lunette astronomique, enfin, une lunette qui lui sert à bigler de loin les architectures coloniales et voir comment vivent les gens. Et pour lui, c'est un outil. Il n'y a que parce qu'on lui vole son sac avec sa lunette à l'intérieur qu'on saura l'importance pour lui de l'outil. Et on lui vole donc aussi le petit carnet de 1928. Et pour lui, c'est une vraie perte parce qu'il vient de passer 4 mois dans le Vermont. Donc chaque jour, il a rempli pour le journal de 1928 ces petits aides-mémoires. Et pour Lovecraft, la perte est bien plus importante que les éventuelles chaussettes ou manteaux qu'il avait dans son carton. Cette publicité avec le Mysterious Runaway Bag,
Voilà, pour moi maintenant, Runaway Bag, ce sera celui de 1928. Je ferme, et il va falloir s'apprendre à aller vite, fenêtre. Je vais donc maintenant le 1er mai. Alors 1er mai, bien encore, levé tard, Arthur Leeds qu'il vit, lui, dans Manhattan, téléphone, et Lovecraft va téléphoner à Loveman, qui habite à Brooklyn, mais du côté du City Hall, un peu plus loin. Et c'est ensemble, read and write, donc plus tard, donc en fin d'après-midi, qu'ils s'en vont ensemble voir le vieux. Leeds lui téléphone et Lovecraft va appeler Loveman. Est-ce que tout simplement il craignait que Loveman se cogne à sa porte pendant que lui ne serait pas là? En tout cas, ni Kirk, vous verrez, on va bientôt savoir pourquoi, ni Loveman n'interviendront. Et s'il téléphone à Loveman, c'est que Loveman habite aussi, lui, dans Brooklyn, mais plus près du City Hall. Alors, comment on téléphone? Il n'y a pas de numéro direct. Je pense que c'est simplement le numéro de l'immeuble, la logeuse qui met à disposition un téléphone, peut-être avec des petites pièces, des pennies, et quand ça sonne, on appelle tel locataire, mais je pense pas que le téléphone soit directement dans le studio de Lovecraft. Si le téléphone sonne, voulez-vous aller me chercher le locataire du 19? Bon, voici comment ça marche. Et puis un peu plus tard, donc déjà en fin d'après-midi, il s'en va sur Manhattan, métro, retrouve Leeds chez lui. Et c'est ça qui est intéressant dans ces espèces de projections. How to surprise. On l'emmène, il l'emmène. Leeds. Quelle surprise! Pourquoi lui faire cette surprise? Strand, c'est la grande librairie, je suppose que Pilsen aussi, et ils vont au cinéma. On revient, on passe à la cafétéria, on prend un café parce qu'il y avait longtemps, mais on est déjà tard. On va manger un petit quelque chose et on revient chez Leeds dans sa chambre, on discute, on lit tout simplement ensemble et c'est aux petites heures qu'on revient. Alors là pour moi c'est ça aussi les indications. Là c'est Leeds qui est au centre et c'est qu'il y a une dissension là dans le groupe d'amis du KLM Club entre un qui s'appelle McNeil qui est voisin d'ailleurs de Leeds dans le Hell's Kitchen et c'est Leeds qui est plus âgé, quelqu'un qui a vécu en écrivant plutôt des contes pour enfants. Ben c'est l'occasion de quoi? D'aller retrouver, parce que l'autre jour, c'est ça aussi, de quoi on a travaillé. Yoshi, quand il présente Leeds, il dit on n'a jamais retrouvé de portrait. Ben oui, mais il suffit de 10 ans après la première publication de Yoshi et un portrait a émergé. Et donc on avait ce portrait de 1914, seul de lui qu'on connaisse, donc à ma connaissance pour l'instant, mais le visage de Arthur Leeds, là, est apparu, prenons-le, et ça, c'est ce boulot commun, ce boulot en équipe. Merci, là, il s'agissait de Michael pour la découverte. Les articles de New York Times, mais des fois c'est presque rien. Pourquoi est-ce que c'est se vautrer dans le presque rien? Non, c'est parce qu'à chaque fois, tu as cette ambiance, cette matérialité de la foule. Il s'agit de quoi? Des flics qui arrêtent là parce qu'il a tourné à gauche sans mettre son clignotant juste à l'angle de Broadway et Canal Street. Mais vous vous rendez compte d'aller regarder les vidéos de Casey Neistat, vous voyez, à l'angle de Canal et de Broadway. C'est là qu'il a son atelier, son bureau, qu'il a fait sous son fameux vlog. C'est un des coins les plus animés de New York. Hop là, tourne comme ça. Évidemment, on l'arrête. Et simplement, il était en train de s'embrasser et d'avoir des gestes tendres à la dame qui était à côté de lui. Alors évidemment, tu te retrouves au tribunal. Que plaidez-vous? Je plaide coupable, votre honneur. La dame assise à mes côtés était ma femme. Nous avons 11 enfants. Vous voulez dire, dit le juge, que vous, le père de 11 enfants, conduisiez une automobile sur Broadway en tenant votre épouse par la taille? Oui, votre honneur, vous voyez que je l'aime. Alors pourquoi ne pas l'aimer à domicile? On n'y arriverait pas. Les enfants sont trop nombreux, ils font trop de bruit. Et il est
préparez-vous quelques jours à la maison d'arrêt, tant pis pour lui. Et là, c'est très court, mais pourquoi pas? Par exemple, le Strand. Vous connaissez le Strand, tous ceux qui sont allés à New York. On va évidemment toujours, on passe au Strand. Là, c'est une photo de l'entrée du Strand et des bouquins sur le présentoir devant, mais en 1925, ça pourrait être Lovecraft, Leeds. Voilà, et suivant, je le ferme, fenêtre, on est le 2 mai. Alors le 2 mai, 3 et 3, 6 et un 7. Et là, ce qui m'a un petit peu, pas dérangé, mais en tout cas, évidemment, Yoshi a été le premier à nous mettre à disposition tout ce matériau. Chaque fois, je réitère l'hommage que c'est. Et nous, là, on vient, on a tout ça qui est déjà pré-mâché. Et moi, évidemment, c'était en 2015. J'ai eu la chance de pouvoir aller 2 mois à Providence et de travailler justement sur le diary, c'est-à-dire de partir de ces tout petits recopiages. La version de ST Yoshi, comme le Commonplace Book, c'est juste là, comme ça, une sorte d'enfilade, c'est-à-dire qu'éditorialement, tu lis ça comme si c'était une sorte de d'annuaire ou d'horaire des chemins de fer. C'est pas du tout critique. C'est que à partir de ce moment-là commence l'interprétation avec la mise en relation avec les lettres, avec la mise en relation avec les autres textes, avec les témoignages des autres auteurs. Kirk, par exemple, le voisin du dessus, écrit quasiment tous les jours à Lucille, sa fiancée, restait à Cleveland. Et là, Yoshi a été distrait. C'est-à-dire, là, on voit bien ici, évidemment, c'est des hiéroglyphes, mais là, il y a quand même le N en majuscule, le petit T, le petit S, et puis ici, c'est quand même un A et un R, et non pas un W, mais Yoshi, peut-être pour aller vite, avait mis Read Wuthering Heights, Read WHTS. Alors, si on voit WHTS, évidemment, on pense à Emily Bronte, Wuthering Heights, Les Halls du Hurlevent, et évidemment, c'est un livre que connaît, que pratique Lovecraft. Dans les autres trésors que nous a mis au point Yoshi, on a ce répertoire complet là, de la bibliothèque de Lovecraft, le millier d'ouvrages qui restaient après son décès et que la tante Annie Camwell avait chargé une voisine d'en faire l'inventaire, tout simplement pour aller revendre tout ça chez les bouquinistes. On n'a plus aucune trace de livre qu'aurait possédé Lovecraft, mais au moins on a cet inventaire extrêmement précis. Et Lovecraft, évidemment, qu'est-ce qu'il avait? Il avait de Charlotte Bronte et Jane Eyre. Non, il n'avait pas Wuthering Heights, mais c'est des livres qui circulent, qu'on se prête, qu'on emprunte. Et là, il fallait, nous, si on le dit ARNTS, merci l'équipe, cette fois c'était le CID depuis Montréal, en tout cas depuis le Québec. Mais non, Arabian Nights. Et moi, je vais chercher Mille et une nuits. Non, Nights, je vais repérer. Mais oui, Arabian Nights. Et Arabian Nights, c'est son ami James Morton qui lui a prêté, qui lui a laissé en déménageant à Patterson une caisse de livres, dont le Moby Dick qu'il lisait ces jours-ci. Mais il y avait cette petite erreur. Alors, est-ce que c'est grave, les erreurs de ST Yoshi? Franchement, on va pas chipoter là-dessus, ça n'a aucune importance. Mais on a maintenant, nous, une version, parce qu'on met à l'épreuve, elle est plus précise que la transcription, c'est la 3e ou 4e fois, comme ça, des tout petits ajustements extrêmement mineurs. Et pour nous, justement, l'occasion de dire, si on prend Wuthering Heights d'Emily Bronte, est-ce que Lovecraft en parle? Bien oui, c'est dans ce texte en cours sur l'horreur, dans le surnaturel dans la littérature, qu'on a une page et demie sur Emily Bronte, Wuthering Heights. Alors l'erreur de ST Yoshi fait que
on l'ouvre, et le fait de l'avoir ouvert, ben, je vais pouvoir faire une suite d'annexes là-dessus. Qu'est-ce qu'on avait dans le journal? On avait une course de ballons, une course, on traverse tout le continent, ils sont 4 ballons en course et un 5e qui les guide, qui fait la logistique. On a une publicité sur une conférence biblique, c'est toujours là aussi. Ouais, mais on a les visages, on a les profils, on a les noms, et tout ça contribue à fabriquer un record d'aviation, ouais, des avions qui vont voler pendant 16 heures en continu, et dans quelques jours on va réitérer, et ce sera plus de 25 heures. Pourquoi? Ben parce que l'enjeu c'est d'aller rejoindre Hawaï. Qu'est-ce que c'est Hawaï? C'est un petit point de l'océan Pacifique. Comment vous le rejoignez? Avec des cartes? Avec la navigation, bah non, si vous voulez de jour, vous ne voyez pas ce qui se passe la nuit. Et comment on peut trouver Hawaï en volant, en partant de Los Angeles avec ses biplans, en allant là, en plein sud-ouest dans l'océan Pacifique? Eh ben, ce sera le grand défi. Mais aujourd'hui, événement. Donc là, c'est Frank Belknap-Long qui le rejoint. Discussion. On va avec lui voir les bouquinistes. Mais arrive Sonia. Sonia revient de Saratoga. Et une fois mis Sonny au métro, ben, il faudra aller faire quelques courses pour quand Sonia arrivera, et il la rejoint à Grand Central Terminal. On remonte à Brooklyn, on passe au drugstore, c'est le CMS, toutes ces boutiques là où il y a aussi les médicaments et les rayons de pharmacie. Ça aussi, on s'en est expliqué évidemment. Et Kirk, tout d'un coup, Kirk, mais vous voyez comme il se fait discret, il se prépare à déménager. Et ça, pour Lovecraft, c'est un événement terrible. Pourquoi? Parce qu'il a plus son voisin du dessus, son copain. Non, puis ils seront toujours copains, puis ils se verront toujours, c'est pas la question. Mais c'est le déni. C'est le déni de quoi? D'une sorte de vie communautaire. On est écrivain, on est tous dans le même immeuble, puis il y a tous les copains qui passent, et on descend à la cafétéria, puis tout d'un coup, il y en a un qui dit « Moi, ça me pèse ». De toute façon, Kirk, lui, c'est pas l'écriture, son truc. Il est en train de préparer l'ouverture d'une librairie. D'abord une librairie avec un couple de Cleveland, Martin Kermin, et en tant qu'associé. Et ça lui servira de banc d'essai pour sa propre librairie dans quelques mois. Ça aussi, ça va faire notre actualité dans les jours à venir. Mais Kirk ne supporte plus tout ce temps passé à discutailler, quoi? La poésie, la prose, les auteurs anciens. Ben non, lui, il est commerçant. Et pour Lovecraft, c'est comme si tout d'un coup volait cette coquille d'illusion qui était ce petit groupe, ce cénacle littéraire, dans le grand bruit de la ville. Et ça, on va le suivre tous les jours à venir. Allons voir le 3. Le 3 mai, on n'a que 4 lignes et demie. Et ça aussi, vous savez que c'est symptomatique. Pourquoi c'est symptomatique? Parce que Sonia est là. Sonia va rester 3 jours à New York. C'est 3 jours avec Sonia. Fait que la vie des copains, bah, t'es bien forcé de la tenir à distance. Si tu la tiens à distance, on aura beaucoup moins à dire. Alors là, on était déjà dimanche avec ce grand supplément du New York Times, et cette page, moi, qui toujours m'enchante, et qui est la page dédiée. Alors, on a 2 pages sur le théâtre, le cinéma n'a qu'une page. Ensuite, il y a la musique qui a 2 pages. Et entre les 2 pages du théâtre et les 2 pages de la musique, avant les programmes du cinéma, les programmes de radio, les programmes des pièces à Broadway, etc., il y a une page qui est intronisée maintenant dans le supplément du New York Times et qui concerne le cinéma. Et dans cette page cinéma, il y a toujours un article technique. Là, il y a un article, par exemple, sur le scénario. Les situations illogiques détruisent la valeur de l'histoire. Et puis, il y a des reportages. Là, le reportage, c'est, on est allé dans les studios Astoria et le journaliste est resté collé au chef-op. Comment le chef-op voit le tournage? Ce qu'il entend, ce qu'il fait. Cette page, pour moi, c'est un régal, là, dans l'année 1925. Alors, lever tôt, lu, déjeuner,
marche et cinéma avec Sonia. Et là, on ne saura pas quel film ils ont vu. Alors, bus open car, c'est les bus découverts. On s'en va à Flatbush. En fait, c'est une première journée. Il n'y a pas de rendez-vous pour Sonia. Ils vont marcher jusqu'à Kings Highway, revenir à Brooklyn. Dîner au petit resto italien qui est le leur, le Taormina, juste là, dans le même quartier. Voilà pour la journée. Dans le supplément littéraire, tiens, un article, alors ce gars-là, il va prendre comme pseudonyme Drinkwater, bois de l'eau, et il va faire un essai sur la nature et la pratique de la poésie. C'est quand même pas rien, hein, la naissance de l'éco-poétique en 1925. Une variation sur Robinson et une pleine page sur Courbet. Courbet, le réalisme, est-ce que Lovecraft rentre là, est-ce que ça l'intéressera ouais, mais Courbet, Baudelaire, là, il a déjà le lien, donc je pense que probablement cet article, il le lit. J'adore, là, j'en fais un relevé un peu systématique, toutes ces choses-là qui sont... Psychology of Love, on en trouvera d'autres. Et puis, comme on a lu Arabian Nights hier, aujourd'hui, je reprends l'horreur surnaturelle dans la littérature. Il y a un très beau passage sur Beckford et l'influence, justement, des Mille et une nuits dans la littérature en général, et en particulier le Vathek de Beckford, avec par exemple une découverte, c'est que les Mille et une nuits, pour arriver dans la langue anglaise, ce qu'on a traduit au départ, c'est pas les versions arabes, c'est la version galant du XVIIe. Alors, galant au XVIIe, c'est magnifique. Par contre, c'est une version que nous, on pratique plus beaucoup. Au XIXe, on a la version de Mardrus. Mardrus, évidemment, ça va 1000 fois plus loin. C'est la version dont se régalait Marcel Proust. Mais c'est ça, mon petit boulot de parcelle, mise en... de petites fresques continue. Alors, allons vite. Aujourd'hui, donc, on est le 4 mai, c'était l'envoi 122. Important parce que il s'élève de bonheur, toujours la présence de Sonia, mais il y a cette phrase, Kirk move, T-E-F-N-T, ce qui veut dire définitivement. Mais c'est les mêmes lettres que dans défunt. C'est quand même curieux, non? Levé de bonheur, lu, Kirk s'en va. Et Kirk va disparaître du journal. Alors, vous voyez ici, là, on a Write GK, c'est-à-dire qu'il met quand même un petit mot à Kirk sous sa porte. Kirk repassera tout à l'heure. Mais dans le carnet, maintenant qu'il a déménagé, le plus souvent, on l'appellera plus par ses initiales GK. On l'appellera Kirk, en toutes lettres. Une petite, tous ces petits trucs qui sont des symptômes. Alors, il rejoint Sonia, c'est qu'elle a toujours des rendez-vous avec ses employeurs potentiels. Là, elle est à Saratoga, mais elle cherche évidemment à revenir dans quelque chose selon sa qualification. Et vous savez qu'on en avait, en janvier, elle avait déposé un dossier de naturalisation. Il a fallu des témoignages de moralité, James Morton, cette Madame Moran qui était leur propriétaire. Et là, on s'en va au Tribune Building. Alors, probablement pour des formalités liées. Et le Tribune Building, ce Tribune Building, là aussi, merci les recherches d'équipe, le journal Tribune l'a quitté déjà il y a 2 ans. Il va être revendu au Sun bientôt, mais évidemment les journaux louaient des étages entiers, comme c'est le cas toujours à la Défense. Et donc s'ils se rendent là, c'est pour des formalités liées à ce dossier de naturalisation. Poste de Brooklyn, une histoire de télégramme, est-ce que c'est parce qu'il manque un document ou autre? Et ils vont aller passer au John's Restaurant, et Sonia, toujours fatiguée, on prend un taxi pour rentrer. Et le soir, c'est intéressant parce que read aloud, vous savez qu'il y a eu cette excursion à Washington et qu'il a lu à Loveman son récit.
le même dont on dispose parce que il l'a envoyé par lettre, ça fait 20 pages à ses tantes. Alors, read aloud, on peut supposer que c'est le voyage, le récit de voyage à Washington, qui est une création littéraire, on en a parlé déjà, qu'il lit à Sonia, et pendant qu'il lit à Sonia, qu'est-ce qu'elle fait? Elle recoue le manteau de l'époux. Voilà. Évidemment, quelques articles. Un type qui tombe dans un puits, ouais, mais ça, combien de fois dans les fictions de Lovecraft on a ces accidents-là. Il est question de circulation, d'embouteillage, et donc de faire passer, elevated, les trolleys urbains qu'on fait passer là à hauteur d'un étage à 8 mètres de haut sur rails et poutrelles. Et toujours, horreur surnaturelle dans la littérature, là, traîner dedans un autre passage qui est sur la littérature française. Et Lovecraft, et ça m'emmène en ce moment encore dans une autre direction, il va nous parler de Balzac, La peau de chagrin, Séraphita, Louis Lambert. Est-ce que ça veut dire qu'il les a lus? Il a lu La peau de chagrin. Séraphita, Louis Lambert, je pense pas. Et il s'autorise à parler de textes qu'il n'a pas lus. Oui, on a l'exemple donc avec Maurice Level. On a dans une lettre, il dit non, je n'ai pas lu Level, je m'appuie sur ce qui en a été dit, etc. Par contre, il a certainement lu Erckmann, Chatrian. Il parle beaucoup de Maupassant, il parle de Gautier. Pourquoi? Parce que Gautier, Huysmans et Maupassant ont été traduits par un auteur américain qui pour eux est important, Edgar Saltos. Ça aussi, on a vu ça plusieurs fois. Donc il a, là, je mets un échange là sur qu'est-ce qui fait que Lovecraft s'est si peu intéressé à Hoffman, contrairement à Balzac, par exemple. Peut-être simplement parce qu'il n'y a pas eu ce fil direct de traduction par un de leurs pères, comme Edgar Saltos et leur père. Une belle carte publiée par le New York Times sur les opérations coloniales de la France au Maroc et les conflits gérés par la France, avec la zone entre Oujda et l'Algérie, Colombe, Béchar. Voilà pour le 4. Et si on passe au 5 mai, est-ce que je vais avoir le temps d'avancer dans les minutes qui me restent? Ouais, on le prend, le temps. Le 5 mai, là, par contre, 3, 6, 8, 9, 10, c'est le plus long, le plus encombré. Up very early. La journée a commencé tôt. Et Kirk passe parce que Picture Breaker. Vous savez que chez Kirk, sa grande fierté, c'était d'avoir un grand tableau d'un peintre qui habite Cleveland, même s'il n'y est pas né, et qui est considéré aujourd'hui comme un grand peintre américain. Et à l'époque, passe pour un futuriste. Enfin, évidemment, il est contemporain et on le reçoit avec réticence, ce qui explique que Kirk ait pu disposer, lui, d'un tableau de William Sommer, qui probablement, s'il le revendait aujourd'hui, ce serait la fortune. Et le tableau dans le déménagement, Picture Break, est-ce que c'est simplement le mot break à prendre comme le cadre qui serait cassé, ou Picture Break, espérons que c'est pas le tableau lui-même qui s'est déchiré. Et ensuite, encore le dossier de naturalisation. Cette fois, on ne parle pas de Sonia directement, mais il faut retourner au Federal Building. Et ils y vont, et c'est fermé. Donc on attend, on va à la cafétéria pour attendre, on revient au Federal Building, enfin les formalités, et c'est fini. Kirk est parti, Sonia et son mari reviennent à la maison. Et ensuite, il la retrouvera sur Manhattan. C'est bizarre parce que Sonia donc rentre, mais apparemment, elle repart à Manhattan. Des fois, c'est difficile à reconstituer. Et tout simplement, Sonia, avec ses 3 jours à New York, les formalités sont accomplies. Elle repart à Saratoga. Il la raccompagne à Grand Central Express. Donc, ils prennent probablement un billet.
on va à l'automate manger ensemble et ça sera un train de nuit pour puisque Saratoga c'est juste au-dessus d'Albany. Il la ramène au train de nuit. Quand elle venait de Cincinnati, c'était aussi par les trains de nuit. Et CSH on train veut dire au revoir sur le quai. Et aussitôt reprend cette vie des copains, c'est avec Loveman et il faut nourrir Loveman. Qu'est-ce que j'ai mis en une de mon PDF? J'ai pris un extrait de ce mémoire sur la vie privée de Howard Phillips Lovecraft, écrit par Sonia en 1947. C'est terriblement court, c'est 40 pages, mais à l'époque, on lui mettait tout sur le dos. L'échec du mariage de Lovecraft. Lovecraft n'aurait jamais dû se marier. Lovecraft qui aurait pu devenir un écrivain, c'est pas juste. Non, allez, c'est autre chose. Et là, donc, c'est tout simplement, parfois, il me rejoignait après mon travail, nous dînions dans quelques restaurants, allions à un spectacle au cinéma ou à l'opéra comique. Il n'avait aucun sens de l'heure. Combien de fois j'ai dû l'attendre dans quelques halls d'immeubles ou à un coin de rue, avec une température à -10 ou encore moins, j'exagère pas. J'ai souvent dû l'attendre de 3/4 d'heure à 1h30, toujours en retard à ses rendez-vous, que ce soit avec moi ou n'importe qui d'autre. Voilà, un petit extrait donc de Lovecraft et les articles habituels en annexe. Ah ouais, ça je vais vous en parler plus. Loveman révère un livre qui est La vie de Johnson par Boswell. Et là, moi, j'avais une vision un peu schématique de cette vie de Johnson par Boswell. Là, ça fait une semaine que je suis immergé dedans, mais ce sera une vidéo évidemment dédiée. Et dans la vie de Johnson, Boswell parle du Commonplace Book de Johnson, comme le poète Pope aussi avait un Commonplace Book. Et moi, j'ai jamais pu traduire l'expression Commonplace Book. C'est pas livre de raison, comme on disait pendant un temps autrefois, que reprennent même là les gars de ce triste Pléiade qui est un super plantage. Mais non, Commonplace Book, c'est une tradition anglaise, c'est les notes de travail, c'est comment on prend des notes pour amorcer un travail d'écriture. Et là, donc, ce passage-là sur comment Boswell parle du Commonplace Book de Johnson, ça nous renseigne aussi sur celui de Howard Phillips Lovecraft. On est le 6 mai. Le 6 mai, encore du danse, levé de bonheur, Loveman, Kirk, Reinhard Kleiner qui passe. Je sors avec Loveman, on va au Jones casser une graine. Et là, avec Loveman, apparemment, on va dans les muséums. On passe au Big Ford's, chaîne de restaurants, là encore, toujours boire des cafés, discuter, lire les journaux. De là, on va dans les librairies, le Downing Street, où ils ont leur petite cantine italienne. Ces messieurs passent un temps énorme. On va, alors là, il y a un Home Malice que je n'ai pas pu interpréter. On retrouve George Kirk et il a amené avec lui son associé Martin Cummins. Donc Cummins, c'est un gars qui ouvre une librairie là au 1er juin avec son épouse Sarah, et Kirk va être leur associé pour la mise en place. C'est comme ça qu'il va apprendre tout ce qu'il faut pour lui lancer sa librairie en même temps. Et alors, est-ce que le O'Malley's, il s'agit d'un établissement là de Greenwich Village? On se retrouve chez McNeil. Tout le monde est là, tous les copains, puisque seul Frank Belknap Long est absent. Morton leave parce qu'à 11h du soir, toujours, il a son dernier train pour Patterson. Alors, qu'est-ce que j'ai mis, moi? C'est cette présentation par Esti Yoshi de ce Maurice Level, parce que c'est dans cet article-là de l'horreur surnaturelle dans la littérature de Howard Phillips Lovecraft que j'ai découvert l'existence de cet auteur. Je ne connaissais pas, Maurice Level. On va s'en occuper de Maurice Level. Et en première page, parce que c'est à cause de cet article du Times, c'est une très belle histoire, 2 petites fugueuses, une petite fille de Margaret Roach, 9 ans, et une autre, Peggy McDermott, 7 ans, qui sont venues de Naugatuck,
dans le Connecticut. Et moi, Naugatuck, je ne connaissais pas. C'est une ville, alors toujours dans le petit agenda, il y a toute la population, c'est une ville de 20 000 habitants, une ville industrielle, une ville de la chimie, et qui est juste entre Providence et New York, à peu près à mi-chemin. Et ces deux gamines, c'est l'histoire de ces deux gamines qui viennent à Paris parce que c'est l'histoire de ces deux gamines qui partent clandestinement de Naugatuck, se mettent dans le train comme elles peuvent, évidemment, les chopent à la gare. J'ai acheté nos billets avec $3 que ma tante m'avait donné, mais le monsieur à la gare m'a rendu que 2 cents. Elles se sont fait avoir. Peggy avait un quarter. On voulait rejoindre la maison de mon père avec le trolley. Je me suis levé à 6 heures du matin. Qu'est-ce que fait ton père à New York? Il lave des chemises, répondit Margaret. C'est le seul renseignement qu'elle avait pour tenter de retrouver son père, et une adresse 776 137e rue Ouest, mais on découvrit que ce numéro n'existait pas. Cette histoire d'orpheline, ben, c'est l'occasion d'aller découvrir 4 images de Naugatuck en 1920-1925, et c'est ça aussi qui fait nos petites histoires. Fenêtre, on accélère vers le 7, levé tard, toujours Loveman et Kirk. On va faire des courses, il faut passer chez le tailleur. Non, Taylor, pardon. Taylor, c'est la chaîne, on dirait l'Avomatique aujourd'hui, c'est la chaîne où on dépose, et après on reprend. Quand il revient la rechercher en fin de journée, c'est Laundry. Une fois que vos vêtements sont lavés, on revient les chercher. Un problème de parapluie, on n'en saura rien d'autre tant qu'il n'y a pas les lettres aux tantes. J'ai pris un extrait de George Kirk justement parce que là, il raconte un petit peu Lucille. Alors faut recomposer, c'est tout dispersé, mais en prenant un petit fragment dans telle lettre, un petit fragment dans telle lettre, un petit fragment dans telle lettre, on voit à quoi il consacre son temps. Je meuble le magasin avec des accessoires et une demi-douzaine de milliers de volumes pour le stock. Et donc, il a 6000 bouquins à transporter. Cette chambre qu'il a pris, Orange Street, il a déménagé, ouais, mais ça sert d'entrepôt aux livres. Et en attendant, jusqu'à fin juin, on va le retrouver. Il sera toujours Clinton Street. Lovecraft peut être rassuré. On était le 8 mai. Bon, évidemment, ouvrez les archives. Ce sera tellement mieux. Visite de Loveman, je le retrouve à la cafétéria. Son chapeau. C'était quoi l'histoire du chapeau de Loveman? Ouais, ben c'est ça pour moi aussi qui est intéressant, à la limite, conceptuellement. C'est-à-dire, c'était quoi l'histoire du chapeau de Loveman? J'en sais rien. Mais Loveman avait une histoire avec son chapeau. Et donc, entre Loveman et Lovecraft, voici que vient un chapeau. Bon, le portrait, la rencontre, se précise par la présence du mot chapeau, l'existence probable d'un chapeau réel. On ne sait rien d'autre, oui, mais cet instant a suffi à rendre plus concret la rencontre. On prend le métro pour aller dans les musées. Lunch for SL. Il faut encore le nourrir. On va visiter dans les musées ce qui concerne l'art indien, l'art hispanique, toutes les traditions, je suppose. Ça peut être les Hopis, tout ce qui se passe du point de vue des Premières Nations, comme hispanique, les cultures mexicaines. Et on va visiter la Jamal Mansion. Il y a la mention aussi du Shelton, qui est un immeuble prestigieux de New York, la Jamal Mansion, en 1925. C'est une de ces maisons coloniales comme les rêverait Lovecraft. Apparemment, il n'était jamais encore allé visiter le Jamal Mansion. Et lui, il faut toujours quelqu'un qui l'accompagne. Et dans l'article du New York Times, c'est un immeuble de Brooklyn, cette fois-ci. C'est un building, le Garfield, qui est un building historique parce que construit en 1882, c'était juste ça. Ensuite, on a fait les étages, là, avec comme ça, cette ligne un peu pyramidale. Et au 7e étage, il y a une majestueuse pendule. Et cette majestueuse pendule, en plein centre de Brooklyn, était un repère pour les habitants. Aujourd'hui, on est en train de démolir le building et la pendule s'écrase du 7e étage en pleine rue.
Évidemment, on n'est pas dans les conditions des chantiers d'aujourd'hui. Je ne crois pas qu'il y ait de blessés. On envoyait des ambulances, des pompiers, des échelles, tandis que la police établissait un barrage autour du bâtiment de première recherche établi qu'il n'y avait aucun corps dans les décombres. Et simplement, si on rapporte l'article du New York Times avec les heures, avec le lieu, on découvre que c'est un moment précis où Lovecraft, la veille, passait là, pile, à cet endroit avec Loveman. Voici les petites choses, moi, qui me font marcher. Ici, c'est le Charlton Hotel en 1925. Pour ce qui est du 9 mai, c'est du vrai gribouillage. On a l'impression que tout se superpose les mots les uns sur les autres. Il y a toujours, on dirait qu'il nous provoque avec cette lettre qu'il a envoyée à Annie Galmwell avec le détail sur les 5 jours précédents et la lettre est perdue. Je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais nous, tout ce qui nous reste, c'est lever à midi, Belknap qui téléphone. Il y a ce mot. Udolpho. Udolpho, c'est Les mystères d'Udolphe, de Anne Radcliffe, un grand livre de la littérature gothique. Eh bien, Lovecraft, c'est pas qu'un jour il soit dans Les Mille et Une Nuits, un jour il soit dans ci et dans ça, pourquoi pas Wuthering Heights, et puis qu'aujourd'hui il est dans Les mystères d'Udolphe. C'est que ça nous indique là, petit à petit, le début de la mise en place de ce qui va être quand même un essai plus que conséquent sur l'histoire du surnaturel en littérature. Alors, Anne Radcliffe, après, moi, c'est ça le truc. Tu as Udolpho, à quel endroit Lovecraft parle d'Anne Radcliffe? Et dans son essai, on va trouver, donc là, oui, j'ai trouvé, alors, dans son essai, il y a effectivement tout un passage sur le roman gothique, comment le roman populaire devient le roman gothique, comment Radcliffe, qui a écrit 6 romans, et tout ça c'est pris en détail, mais Les Mystères d'Udolphe, c'est quand même celui qui va le plus loin là-dedans. Et Lovecraft, quand il parle des mystères d'Udolphe, il en... Des bruits mystérieux, des portes qui s'ouvrent, des légendes effrayantes et une horreur sans nom dans une niche derrière un voile noir se succèdent à un rythme effréné pour déstabiliser l'héroïne et sa fidèle servante. Mais finalement, après la mort de sa tante, elle s'échappe avec l'aide d'un compagnon d'infortune. Sur le chemin du retour, elle s'arrête dans un château empli de nouvelles épouvantes. Elle a abandonné où vivait la châtelaine défunte et le lit de mort recouvert d'un linceul noir. C'est-à-dire que Lovecraft trouve dans l'écriture de l'essai, comme si on aspirait à la pipette ce qui se passait dans ses livres, de quoi engendrer quoi? Son propre travail d'écriture et ses figures de fiction. Et j'ai rapproché ça d'un texte qui est plus ancien, qui est publié en janvier 1920 dans une revue qui s'appelle L'Amateur, où Lovecraft, qui n'écrit pas encore de fiction, mais il écrit tout simplement sur l'art de composer de la fiction. Et il y a un texte là, alors j'ai mis en rapport avec cette édition là, de Mysteries of the Udolpho, l'enjeu essentiel de la narration fictionnelle. C'est l'intrigue qui peut être définie comme séquence d'incidents destinés à éveiller l'intérêt et la curiosité du lecteur quant à leur issue. Il donne comme exemple Ambrose Bierce et La chute de la maison Usher d'Edgar Poe. Et puis c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est simple, on n'a que 3 lignes, mais on a ce supplément littéraire du Times. Alors, il a acheté des timbres, bon ça on veut bien, puisqu'il faut bien écrire les lettres qui ne nous parviendront pas, et il a aussi acheté des mouchoirs. Alors Lovecraft et les mouchoirs, est-ce que c'est important? Probablement pas, mais est-ce que les mouchoirs, on en parle? Est-ce qu'il en parle dans ses fictions de mouchoirs? Je crois pas trop. Mais va chercher dans Proust 18 occurrences du mot mouchoir à la recherche du temps perdu. On veut savoir qu'est-ce qui fait Lovecraft quand il achète des mouchoirs. Prenez ça chez Proust.
faire emplette de quelques mouchoirs, nous dit Proust, ou les mouchoirs en dentelle. Une bourse en or d'où pendaient des fils de grenat et un mouchoir en dentelle, nous dit Proust. Et vous savez que le rapport Lovecraft à Proust, on en a parlé déjà et on en reparlera encore. S'étouffer de rire dans un mouchoir. Je rentrais un instant dans ma chambre, regardez si mon amie Albertine n'aurait pas par bonheur oublié un mouchoir, un sac, quelque chose dont j'aurais pu paraître avoir peur que cela lui manquât. Ben moi, je fais mon PDF avec des mouchoirs, et ça, c'est le truc de demain. Mais aujourd'hui sort un livre, Madame Dalloway, Virginia Woolf. Ben, croyez-moi si vous voulez, j'ai fait regarder tout là-haut, dans les lettres de Lovecraft. Est-ce qu'à un moment donné, il parle une seule fois de Virginia Woolf? Non, ça n'existe pas. Simplement, le Times, supplément littéraire, c'est ça, c'est Virginia Woolf qui compte. Et non seulement ça, mais alors que ces types, littéralement, n'existent pas pour la société américaine, on consacre une page à la parution de 2 volumes en américain sur la jeunesse d'Ernest Renan, avec un dessin. On peut penser qu'il ne s'agit pas de la jeunesse, mais plutôt de la décrépitude du genre de la mienne entre 2 vidéos. Mais c'est ce genre de paradoxe qui est important. Alors, une pleine page aussi sur Conrad qui est mort il y a très très peu de temps et qui va devenir la lecture principale de Lovecraft dans les semaines à venir. Vous avez la page sur le nouveau livre de Virginia Woolf et une pleine page sur les pièces de théâtre qu'a laissé Conrad et qui vont être publiées. Et je finis avec ce magnifique article. Comment 15 minutes de lecture m'ont rapporté plus d'argent que 8 heures de travail. Alors vous aussi, imaginez, si vous lisez mes petits PDF parce que vous vous êtes inscrit là pour les recevoir. Vous avez vu tout ce que ça va vous rapporter pour 20 balles? Allez, on reprend notre rythme. Moi, ça m'a fait du bien là, de prendre un peu de distance, secouer un peu tout ça, remettre un peu la tête en ordre. Là, ça, on est quand même un bon tiers du projet. Là. Ça valait le coup, non? Qu'on fasse un petit peu le point ensemble. À demain.